Voilà, vous écoutez Radio Sénégal, il est 19h, le journal Sademari Kamara. Et voici les titres de cette édition. Gestion de nos ressources pétrolières et gazières. Après l'installation du comité d'orientation stratégique du pétrole et du gaz, le chef de l'État en Conseil des ministres a demandé au Premier ministre de veiller à la mise en place d'un institut national du pétrole et du gaz. Assemblée nationale, nous serons en direct avec Djamila Kouli pour nous faire le point du vote du projet de budget du ministère du Tourisme et des Transports aériens. L'émir de Kano est l'invité du Khalif général de Medina Baye pour le Gamou 2016. L'émir Mohamed Sanoussi est arrivé aujourd'hui à Kaolack par hélicoptère et après un accueil populaire, son cortège est donc arrivé chez le Khalif et là, cher Ahmed Tidiane Niasse de Medina Baye. Dans la page inter, en Gambie, l'opposition ou l'ex-opposition promet de juger Yaya Jammeh pour les crimes commis sous sa dictature. Le sport, le ministre des Sports Matarba a appelé aujourd'hui les responsables de la fédération de handball à tirer au clair la disqualification de nos Lions au championnat d'Afrique de handball pour alignement illégal de la joueuse Dungu Kamara. La rubrique éco, plutôt la rubrique éducation du jour, nous amènera à Kenyeba dans le département de Bakel où le manque d'enseignants plombe la bonne marche de l'école. Et c'est un dossier donc qui est réalisé par Ibrahima Oumar Baldeine, donc de cette rubrique éco. Et enfin, la revue de la presse sera présentée par Elisabeth Agnès Sarr. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à ce journal. À la partie technique, Amadou Nicolas Cham. D'abord, je vous parle ce communiqué du Conseil des ministres du 7 décembre. Donc, le président Macky Sall a réuni le Conseil des ministres ce mercredi 7 décembre 2016 à 10h au Palais de la République, entamant sa communication autour de la célébration prochaine du Mawlud marquant l'anniversaire de la naissance du prophète Mohamed Paix et salut sur lui. Le chef de l'État présente ses meilleurs vœux à la communauté musulmane du Sénégal et à toute la Oumma islamique avant d'informer le Conseil des visites qu'il effectuera dans ce cadre à Tiwawan, Tchénaba, Kaolack, Medina Baye, Léona Niassène et Ndiassane pour marquer la solidarité de la nation aux familles religieuses et prier dans la communion avec les fidèles pour la paix, la stabilité et la prospérité du Sénégal. Le président de la République rappelle par ailleurs au gouvernement, au titre de la gestion stratégique de nos ressources pétrolières et gazières, que la création et l'installation du comité d'orientation stratégique du pétrole et du gaz, COS-Petrogaz, procède de sa volonté d'assurer dans la transparence un management performant des importantes découvertes de gisements de pétrole et de gaz. En conséquence, le gouvernement devra apporter au secrétariat permanent du COS-Petrogaz tout le concours nécessaire pour assurer une gestion inclusive de nos ressources pétrolières et gazières. En outre, le président de la République invite le Premier ministre à veiller à l'adoption dans les meilleurs délais du projet de loi d'orientation encadrant la gestion et les modalités de répartition des ressources financières issues de l'exploitation des ressources tirées du sous-sol et à l'adaptation de la loi numéro 2012-34 du 31 décembre 2012 autorisant la création du Fonds souverain d'investissement stratégique, Fonds 6. En effet, relativement à la réforme indiquée du Fonds 6, il convient de prendre en compte dans sa doctrine d'investissement la rentabilisation des actifs financiers affectés à partir des recettes budgétaires encaissées par l'État au titre de l'exploitation des ressources minières, pétrolières et gazières. Le chef de l'État demande enfin au Premier ministre de veiller à la mise en place en rapport avec les sociétés d'hydrocarbures et sous la coordination du secrétaire permanent du COS-Petrogaz d'un Institut national du pétrole et du gaz avec pour missions essentielles la formation des cadres et des personnels de maîtrise dans les métiers du sous-secteur ainsi que la recherche-développement. Poursuivant sa communication autour du programme stratégique de modernisation des systèmes de sécurité des systèmes d'information de l'État, articulé autour du renforcement de la protection des communications téléphoniques gouvernementales, des informations transmises par téléphone par les différents départements ministériels et de la messagerie électronique gouvernementale, le président de la République indique au gouvernement l'impératif du renforcement significatif des capacités nationales de sécurisation des systèmes d'information et de leur inviolabilité. Le chef de l'État a clos sa communication sur son agenda diplomatique en revenant sur les enjeux du Forum international de Dakar sur la paix et la sécurité auquel plusieurs chefs d'État et de gouvernement ont pris part et en adressant ses félicitations au ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur pour la parfaite organisation et le succès de cette rencontre de haut niveau désormais inscrite à l'agenda international.
Le Premier ministre a axé sa communication sur la mission qu'il a effectuée au nom du chef de l'État à Abu Dhabi dans le cadre de la première conférence internationale sur la protection du patrimoine culturel dans les zones de conflit avant de rendre compte du suivi et de la coordination de l'activité gouvernementale. Le ministre de l'économie, des finances et du plan a fait le point de la conjoncture économique nationale et internationale. Au titre des textes législatifs et réglementaires, le Conseil a adopté le projet de loi relatif à l'exercice de la profession de sage-femme au Sénégal et portant création de l'ordre des sages-femmes et des maïoticiens, c'est-à-dire les hommes qui pratiquent le métier de sage-femme. Au titre des mesures individuelles, le président de la République a pris les décisions suivantes. Madame Seynabou Dial, conseiller des affaires étrangères principale, précédemment ministre conseiller à l'ambassade du Sénégal à Washington, D.C., est nommée ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Sénégal auprès de son Excellence M. Jorge Carlos de Almeida Fonseca, président de la République de Cabo Verde, en remplacement de Mme Fatoumata Benetou Rassoul Korea, appelée à d'autres fonctions. M. Wali Faye, conseiller en planification, est nommé directeur de l'administration générale et de l'équipement du ministère de l'Éducation nationale, en remplacement de M. Ndiaga Diagne, appelé à d'autres fonctions. Signé le ministre, porte-parole du gouvernement. Et c'était donc là la lecture intégrale du communiqué du Conseil des ministres du 7 décembre, présidé, comme je vous le disais aujourd'hui, par le chef de l'État au Palais de la République. Et tout de suite, nous allons à l'Assemblée nationale pour l'examen du projet de budget du ministère du Tourisme et des Transports aériens. Nous appelons donc en direct depuis la place Soweto Djamila Koli pour le compte rendu. Bonsoir Djamila. Bonsoir Sané Madi. Voilà, le ministre du Tourisme et des Transports aériens prévoit de mettre en place une compagnie nationale performante pour mettre à la disposition des pèlerins de Touba et autres cités religieuses le nombre de vols nécessaires durant les événements des cités saintes. Maïmouna Ndoye Seck répondait ainsi aux députés qui ont attiré son attention sur la mise en œuvre de mécanismes qui pourraient développer le tourisme religieux. Par ailleurs, le ministre interpellé sur le sort des ex-travailleurs de Senegal Airlines a annoncé que le cas de ces derniers sera pris en charge dans le cadre de la liquidation de la compagnie. Pour ce qui est du tourisme culturel, les députés ont pointé du doigt l'insécurité et l'insalubrité des sites. La question de l'érosion côtière s'étant invitée au débat, précisément le cas de la station Sali, le ministre a annoncé un montant d'une dizaine de milliards pour parer à certaines éventualités. Revenant sur la question de l'insécurité dans les sites touristiques, Maïmouna Ndoye Seck a parlé du déploiement d'agents de sécurité de proximité pour le renforcement de la sécurité. Toujours pour les sites, le ministre a évoqué la valorisation des sites touristiques et culturels à travers des supports traduits en plusieurs langues. En ce qui concerne le village artisanal de Soumédioune, les députés ont suggéré sa délocalisation, étayant cette théorie par l'enclavement du village artisanal occasionné par le tunnel. Sané Madi, la réhabilitation des aérodromes de Kaffrine ou Ourossogui a été au cœur des débats, mais aussi la livraison et le démarrage des activités de l'AIBD, Aéroport international Blaise Diagne. À cette question, le ministre a indiqué que les travaux prendront fin en avril 2017. Maïmouna Ndoye Seck a expliqué que, vu le déménagement de certains matériels, les activités vont démarrer en décembre 2017. Sané Madi, Dakar va se repositionner pour être une ville d'affaires. C'est la réponse du ministre du Tourisme et des Transports aériens sur les organisations de conférences et autres rencontres internationales. Maïmouna Ndoye Seck a aussi précisé que l'objectif que le gouvernement s'était fixé pour le nombre de touristes a largement été dépassé en 2015. Et selon elle, le Sénégal doit cette avancée au développement du tourisme culturel, religieux, en plus du tourisme balnéaire, sur lequel notre pays a toujours compté pour valoriser le tourisme. Elle a aussi indiqué que la confection de répertoire des sites touristiques et culturels sera prise en compte dans le budget 2017, budget qui d'ailleurs, Sané Madi, a connu une hausse de plus de 4 milliards de francs CFA, soit plus de 27 milliards pour l'année 2017 contre 22 milliards de nos francs en 2016. C'était Djamila Koli à l'Assemblée nationale. Voilà, merci Djamila. C'est Sandrine Koli qui nous faisait donc le point du vote du projet de budget du ministère du Tourisme et des Transports aériens qui est donc fixé à plus de 27 milliards de francs CFA contre 22 milliards pour la gestion en cours.
19h et bientôt 10 minutes, la SDE dit avoir réparé depuis hier la panne survenue à l'usine de Keur-Momar-Sarr. Le retour à la normale prendra 72 heures car la conduite d'eau fait 250 km et traverse plusieurs localités. C'est pourquoi le directeur de l'exploitation de la SDE demande patience aux Dakarois. Djeriba est joint au téléphone par Mamadou Thior. La panne, comme vous le dites, l'incident, comme nous le disons, a été pris en charge totalement et réparé depuis hier à 14 heures. À partir de ce moment, le protocole de remise en eau des installations a démarré. Il s'est très bien passé jusqu'à présent et aujourd'hui, nous avons presque 75% déjà des installations de Keur-Momar-Sarr qui sont remises à pleine capacité. Nous accompagnons maintenant le processus dans le réseau de distribution jusqu'à ce que tout le monde retrouve la situation normale. Et ce sera quand? Ça va arriver à Dakar quand par exemple? C'est un système assez long et complexe. Il fait 250 km. Il y a beaucoup de villages et de villes sur le système, de Louga à Pout, Sébikotane, Diamniadio, Rufisque, tout ça c'est du service en route. Nous savons ce qu'il faut faire en termes de manœuvre, en termes de purge pour raccourcir au maximum ce délai et nous sommes attelés à ça depuis hier. Exactement, vous ne pouvez pas nous dire quand est-ce que ça va arriver à Dakar? Habituellement, nous avons déjà une bonne expérience de cette situation. Habituellement, ça prend à peu près 72 heures pour un retour à la situation d'avant. Et ça, condition aussi que par ailleurs que les autres composantes du système continuent de tourner normalement. Ça veut dire samedi matin c'est plus sûr? Nous espérons très certainement que d'ici là, la plupart des quartiers retourneront à la normale. Dans la région de Kédougou, les habitants de Samrambougou, dans le département de Saraya, réclament un couloir d'orpaillage pour alléger leurs souffrances. Depuis la fermeture des sites il y a 3 ans, ces populations vivent un véritable calvaire et cela malgré les nombreuses démarches entreprises auprès des autorités compétentes. La correspondance de Famara Ndebele. Dans le village de Samrambougou, localité située dans le département de Saraya, les habitants, pour la plupart des orpailleurs, vivent un véritable calvaire depuis la fermeture de leur site d'orpaillage il y a de cela 3 ans. Le seul couloir affecté à la population est pauvre de minerais. Les habitants ont introduit une requête pour obtenir un autre site qui leur servait de champ et de pâturage. Malgré les nombreuses démarches entreprises auprès des autorités pour obtenir le site, les orpailleurs tardent toujours à voir le bout du tunnel. Idrissa Soumaré, orpailleur et facilitateur à Samrambougou. Nous avons rencontré les autorités compétentes, les services des mines régionales, les ministres, le directeur. Nous avons tapé à toutes les portes. Aujourd'hui, vraiment, nous demandons l'appel du chef de l'État qu'il tranche ce dossier. Nous voulons que l'État nous octroie vraiment un site d'orpailleur ou bien un couloir d'orpaillage traditionnel pour alléger la souffrance des populations. Par ailleurs, ces orpailleurs soutiennent détenir tous des cartes d'orpailleurs pour exercer l'activité en toute légalité. Mais aujourd'hui, ils estiment que l'État semble abandonner cet important projet qui s'inscrit dans le cadre de la formalisation du secteur de l'orpaillage. À Kédougou, Fama Khantabele pour Radio Sénégal. Et puis nous parlons de la reprise de la grève des enseignants du SAES qui perturbe les examens de la faculté des lettres, de droit et de la FASEC. 2 jours sans cours, c'est une grève pourtant méconnue de la plupart des étudiants, nous dit Diorngaï Sissé dans son reportage. 2 jours encore pour boycotter les cours à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. La reprise du mot d'ordre de la grève des enseignants du SAES méconnue de certains étudiants. Je n'étais pas au courant. Non, On l'a pas senti. Ces grèves répétitives du SAES risquent de pénaliser les étudiants de la faculté de lettres et de la FASEC qui sont en phase d'examen. Alioune Badara Diop, membre de l'amicale de la faculté des sciences économiques et de gestion. Le fait que le SAES prive les étudiants des cours qu'on les dispense, ils boycottent les amphis. Donc nous, on est victimes, on est obligé de rester ici. Et franchement, les situations sont précaires. La grève a impacté. Actuellement, l'État est mis en alerte. L'État a bien reçu ce message. Il n'a qu'à retourner dans les amphis, faire les cours correctement en attendant que l'État puisse régler ce problème. Ces étudiants réclament en outre l'ouverture de tous les restaurants du campus car ils peinent à avoir les 3 repas quotidiens à l'UCAD. Voilà, il est 19h14. Le Gamou 2016 en hôte de marque à Kaolack, c'est l'émir de Kano du Nigeria, Mohamed Sanusi, et depuis ce matin à Medina Bay pour prendre part donc, au Gamou prévu le dimanche prochain. Le souverain de Kano est arrivé par hélicoptère à l'aérodrome de Kaolack en provenance de Dakar. Il a eu droit à un accueil coloré au cours d'une procession qui l'a conduite à la résidence du Khalif général d'Enyasen, El Al-Cheikh Ahmed Tidiane Niass à Medina Bay. L'émir de Kano est le 2e dignitaire
communautaire musulmane du Nigeria après le sultan de Sokoto. Le réseau national des intervenants de la société civile sur les drogues plaide pour l'application de mesures préventives à l'encontre des consommateurs de drogue. Selon le président de la structure, la répression ne peut être l'ultime solution. Et Dr Idrissa Ba s'exprimait ce matin à Dakar lors d'un atelier de plaidoyer au profit des forces de défense et de sécurité dans le cadre de la campagne mondiale Support Don't Punish. Et le docteur Idrissa Ba est au micro de Dembodia. Cet atelier-là, c'est d'abord faciliter les échanges. On a beaucoup parlé de problèmes de communication. Partager notre expérience, partager les résultats que nous avons avec les forces qui sont censées appliquer la loi. C'est coordonner aussi nos interventions des équipes de soins, mais aussi les interventions des forces de sécurité qui sont en train de faire le travail sur le terrain. Parce que forcément, on va se rencontrer. Donc il faut qu'on discute, qu'on partage, mais aussi que nous coordonnons nos actions, nos efforts ensemble. La réponse qui est jusque-là menée, changer d'approche aussi et renforcer aussi la dimension santé publique. Parce que je pense que jusqu'à présent, l'accent a été mis sur la répression. On a vu que la répression seulement ne suffit pas. Il faut la prévention. Il faut renforcer les soins, créer des structures, former du personnel, avoir des médicaments aussi pour pouvoir prendre en charge les gens qui ont besoin vraiment de soins. C'est aussi la réinsertion. Mais il faut vraiment renforcer les autres volets qui sont vraiment le talon d'Achille de notre politique de lutte contre la drogue. En 2011, nous avons mené une enquête sur les consommateurs de drogue dans la région de Dakar et cette enquête avait estimé la taille de la population à 1324 individus. Le 4e congrès national de la Société sénégalaise de cardiologie sur le thème « La cardiologie interventionnelle en Afrique » est prévu donc demain. Ce congrès est jumelé au 17e congrès panafricain de cardiologie interventionnelle. Voilà. Et la cardiologie interventionnelle correspond aux différents actes et techniques non chirurgicaux et non médicaux permettant de prendre en charge les maladies du cœur. Les organisateurs du congrès étaient face à la presse ce matin à l'hôpital Le Dantec. Le président du comité d'organisation, le professeur Serigne Abdouba, est au micro de Maria Mamane. La cardiologie interventionnelle est une technologie moderne embrassant de vastes domaines de la cardiologie et ayant connu de remarquables avancées ces dernières années. L'Afrique a été jusqu'ici en retard par rapport à cette technologie. Récemment, des progrès intéressants ont été enregistrés au Sénégal avec l'acquisition de salles d'angiographie numérisées et le développement de l'angioplastie coronaire et de la cardiologie interventionnelle pédiatrique et de la rythmologie. C'est pourquoi nous avons choisi ce thème pour faire un bilan d'étape, identifier les contraintes et dégager des perspectives. L'expérience sénégalaise sera ainsi confrontée à celle des autres pays d'Afrique subsaharienne, du Maghreb, mais aussi d'Europe, d'Asie et d'Amérique. Et tous les aspects de la discipline seront analysés à la loupe. En plus de ces aspects techniques et des progrès scientifiques sur la cardiologie interventionnelle, le congrès étudiera les questions relatives à l'organisation de la prise en charge des maladies cardiovasculaires au niveau de la pyramide sanitaire. Ce congrès sera également l'occasion de rendre un vibrant hommage à un grand maître de la cardiologie sénégalaise et africaine. Je vous nomme le professeur Moustapha Sarr, professeur titulaire de cardiologie qui a consacré toute sa carrière à la prise en charge des malades du cœur et a joué un rôle important, déterminant dans la formation de plusieurs générations de cardiologues africains au sein de l'école de cardiologie de Dakar. Voilà, il est 19h19. Le monde bouge et vous devez le savoir. C'est pourquoi Radio Sénégal vous tient informé des faits, gestes et paroles qui impactent la marche du monde. C'est géo, c'est politique et c'est international. L'actualité hors de notre pays, donc en Gambie, l'ancien dictateur Yaya Jammeh sera bien poursuivi pour des crimes présumés commis pendant son règne. C'est ce qu'a déclaré aujourd'hui Fatoumata Diallo Tambadjan, membre de la coalition de l'opposition, vainqueur de la présidentielle. En Somalie, les autorités de la région semi-autonome du Puntland affirment avoir reconquis la ville côtière de Kandala aux mains des djihadistes de l'État islamique, dirigés en Somalie par un transfuge des Shabab, Abdikadri Moumin. Les forces gouvernementales syriennes ont annoncé avoir repris aujourd'hui le contrôle de la vieille ville d'Alep, ce qui représente plus des 2 tiers de la partie orientale de cette ville qui était aux mains des insurgés.
Au moins 97 personnes ont péri dans un séisme qui a frappé ce matin une province indonésienne à la pointe nord de Sumatra. Cette province a déjà été durement éprouvée en 2004 par un tsunami meurtrier. À 19h20, la page sport. Le ministre des Sports, Matar Ba, a appelé aujourd'hui les responsables de la Fédération d'handball à tirer au clair la disqualification de nos Lions au championnat d'Afrique de Luanda pour alignement illégal de la joueuse Dungu Kamara. Le ministre des Sports promet de faire valoir les droits et intérêts de notre pays dans cette affaire. Nos Lions ne joueront pas la finale. Elles sont remplacées par la Tunisie qui avait porté réserve contre une de nos joueuses. Et donc la Fédération sénégalaise de handball compte elle aussi déposer un recours parce qu'elle juge qu'il n'y a pas eu de première instance et que la joueuse Ndungu Kamara a déjà joué beaucoup de compétitions internationales. Samou Biagui, le chargé de communication de la Fédération d'handball, a joint à Luanda voilà. Un complot sportif parce que tout simplement, il ne peut pas y avoir de jury d'appel alors qu'il n'y a pas une première instance. Il y a vice forme, la procédure n'a pas été respectée parce qu'avant le jury d'appel, il doit y avoir une première instance. Et cette première instance, au niveau de la Tunisie, comme au niveau du Sénégal, comme au niveau de la Confédération, il n'y a pas eu de PV. Alors, s'il n'y a pas eu de PV concernant la première instance, ça veut dire qu'il ne peut pas y avoir de jury d'appel. Alors, l'affaire proprement dit, toutes les équipes déposent leur liste au niveau de la Confédération. Le Sénégal a fait autant, a déposé la liste de ses joueuses et la Confédération a confirmé la participation des joueuses à ces compétitions internationales. Et le cas d'Oundou, proprement dit, c'était depuis 2015, ici même à Luanda, à l'occasion du tournoi qualificatif aux Jeux Olympiques. La fédération avait introduit donc le dossier de Dungu et la confédération avait validé sa participation et avait joué avec le Sénégal ici à Luanda et avait joué contre la Tunisie. Si aujourd'hui on revient ici pour sortir un PV pour dire que c'est un jury d'appel qui exclut le Sénégal et disqualifie Dungu Kamara, nous pensons tout simplement que c'est un complot sportif. Mais la fédération ne va pas se laisser faire. Nous allons déposer un recours au niveau de la Confédération africaine de handball parce qu'il y a un problème de procédure qui s'est posé au niveau du jury d'appel de la Confédération africaine de handball. Oui, donc les intérêts du Sénégal seront bien préservés jusqu'au bout dans l'affaire de la disqualification de la Lions du handball à la finale de la CAN à Luanda. Révélation faite par le ministre des Sports ce matin à l'Assemblée nationale. Matar Ba, qui défendait le projet de budget 2017 de son département, arrêté à plus de 17 milliards de francs CFA et voté par les députés. Benoît Badiane. La disqualification des Lions de handball de la CAN angolaise s'est invitée dans les débats lors de l'examen du projet de budget 2017 du ministère des Sports à l'Assemblée nationale. C'est vraiment un coup dur. Le président Seydou Diouf n'est pas d'accord et nous avons des Sénégalais qui vont étudier cette question-là pour continuer à défendre les intérêts du Sénégal. Mais au-delà de ça, c'est une grande compétition et il faudrait que toutes les conséquences soient tirées pour éviter d'éventuels, si aujourd'hui on a tort, il faudrait complètement éviter ces questions-là. Il faut rester serein, que ça soit le TAS, que ça soit autre chose. Si on sent qu'on est lésé et ce n'est pas normal, on va se battre avec les moyens dont on dispose pour aller jusqu'au bout. Au cours de la discussion générale, les députés sont également revenus sur les travaux de construction et de réhabilitation des infrastructures sportives. Matar Ba d'annoncer l'inauguration du stade Alassane Djigo de Pikine le 29 décembre prochain. Nous avons proposé la date du 29 pour l'inauguration de cette infrastructure qui sera le seul stade au Sénégal qui dispose de 2 tribunes couvertes et ça c'est le budget du Sénégal, plus d'1 milliard. Ngalandou Diouf aussi, tout est commandé. Bientôt nous verrons en tout cas une infrastructure qui respecte les normes au niveau de Ngalandou Diouf. L'arène nationale, l'infrastructure en train de sortir de terre. Les députés ont voté dans leur écrasante majorité le projet de budget 2017 du département des sports arrêté à plus de 17 milliards contre plus de 9 milliards, soit une augmentation de plus de 7 milliards de francs CFA. Et puis dopage, le comité international olympique prolonge les mesures provisoires prises à l'encontre de la Russie suite à la publication du rapport McLaren. Cette décision a été prise ce mercredi par la commission exécutive du CIO, donc avant même la publication finale de ce même rapport prévu vendredi prochain.
Et nous en arrivons à la rubrique éducation du jour. Il est à présent 19h24. L'arrondissement de Kéniéba, dans le département de Bakel, souffre d'un manque notoire d'enseignants avec un faible effectif de 49 agents. Conséquence d'une telle situation, des écoles sont gelées et une multitude de classes sont multigrades. Les autorités locales lancent un appel au ministre de tutelle et c'est l'objet du dossier éducation signé Ibrahima Oumar Balde. Unique localité du Sénégal située de l'autre côté du fleuve Falémé, Kéniéba est un arrondissement célèbre à cause de son enclavement, d'où son nom proche de la Falémé. Il compte 4 communes que sont Médina Fulbé, Gatchari, Toumbura et Sadatou. À l'image de tout le département de Bakel, Kéniéba souffre d'un déficit chronique d'enseignants. Amadou Al-Ousseinou Sarr, inspecteur de l'éducation et de la formation de Bakel. Rien que pour la zone de Kéniéba, nous avons 31 écoles qui abritent des classes multigrades et qui, dans l'ensemble, totalisent 82 classes, avec 41 enseignants qui interviennent dans ces classes-là. Parce que c'est une zone qui connaît beaucoup de saignées, surtout au mouvement national d'abord, ensuite au mouvement régional. C'est une zone déjà qui se trouve être enclavée. La commune de Médina Fulbé, c'est 7 écoles avec un déficit de 9 enseignants. La commune de Sadatou totalise 14 écoles élémentaires avec un déficit de 18 enseignants. Celle de Gatchari, 8 écoles avec un déficit de 14 enseignants. Toumbura, 6 écoles avec un déficit de 12 enseignants. Le préscolaire, il n'y en a pas. L'ensemble de l'arrondissement de Kéniéba est desservi par un seul collège, celui de Sadatou. C'est avec professionnalisme que ces enseignants, chargés d'école pour la plupart, accomplissent leur mission. Abdoulaye Khan, chargé d'école de Médina Fulbé. L'école de Médina Fulbé, c'est une école bâtie avec 2 salles de classe, mais je suis seul là-bas et j'occupe 2 classes, donc une classe multigrade, CMG, CP et CM2. L'effectif est de 30 élèves. Bon, c'est difficile, mais par obligation professionnelle, donc nous ne pouvons pas laisser ces enfants en rade. Oui, ça impacte bien sûr sur le quantum horaire et de ce fait aussi, les résultats aussi forcément vont baisser. Le taux d'abandon est très élevé, donc c'est dû surtout aussi à ce que la population n'est pas conscientisée. Les parents retirent les enfants pour les amener dans les orpailleurs ou bien pour l'agriculture. Un seul collège pour desservir l'ensemble des 4 communes. Il est à Sadatou, localité située à plus de 200 km de Bakel. 7 ans après sa création, ce collège ne compte que 3 classes pédagogiques, 63 élèves, tous niveaux confondus. Waoundé Thiam en est son principal. Nous comptons au moins 3 classes. Nous avons une 6e, nous avons une 5e et une 3e. L'effectif, ça tourne autour de 60 élèves. Toute l'école, nous avons énormément de difficultés. Les écoles, il n'y a aucune école qui est en cycle complet. Toutes les écoles ont une classe ou 2 classes. Donc c'est dire que pour avoir au moins une classe de CM2, il faut au moins compter 3 à 4 ans. Nous n'avons pas de problème de scolarisation des filles. Il n'y a pas de sco-filles là-bas, il n'y a pas de problème. Mais c'est sco-garçons que nous avons. Dans l'élémentaire, vous avez plus de filles que de garçons. Les filles, on les envoie à l'élémentaire, les garçons, ils vont à l'école coranique. Cette année, quand même, on nous a envoyé au moins beaucoup d'élèves de 6e. Au moins 73 élèves en 6e. Mais est-ce que tout le monde s'est inscrit? Non, tout le monde ne s'est pas inscrit. Dommage, c'est ça le problème. Puisque souvent, ces élèves-là ont des problèmes de tutorat au niveau de Sadatou. Certains abandonnent purement et simplement parce qu'ils n'ont pas de tuteur. Parmi ces 73, nous avons 27 inscrits. Non, leur péage ne cause pas trop de problèmes. Ah, très bien. Cette année, quand même, nous avons eu des élèves qui nous viennent de Serato et de Diabougou. Bon, ces élèves, vraiment, c'est des élèves qui ont vraiment de la volonté. On a quand même décidé au niveau du conseil de gestion de préparer chaque semaine un repas. Bon, là, la cantine, bon, nous avons 10 sacs de riz et un sac d'oignons et 20 litres d'huile et quelques cornes de bœuf. Ce n'est pas suffisant. L'appel que je lance, vraiment qu'on nous aide, qu'on renforce la cantine en riz, en huile et en oignons pour qu'on puisse quand même faire des préparations tous les jours. C'est très important parce que si les élèves ne mangent pas, vraiment c'est très difficile pour ces élèves-là puissent continuer les études. Yadji Savané, maire de Gatchari. Chaque année, on donne des fournitures aux élèves pour qu'ils n'abandonnent pas
Là, dans ma commune, village qu'on appelle Boundoudjé, cette année, il n'y a pas d'enseignants. On est obligé de voir 2 personnes qui sont de Boundoudjé même, qui sont étudiées. L'autre là, il est allé jusqu'à l'université, l'autre là, il n'a pas arrivé là-bas. On les a vus, les chefs de village et moi. Ils sont là en train d'encadrer les enfants petit à petit. Voilà, vraiment, nous lançons un appel. Si on peut avoir suffisamment des enseignants, bon, vraiment, c'est mieux pour nous. L'inspection de l'éducation et de la formation de Bakel compte beaucoup sur les sortants des centres régionaux de formation du personnel enseignant Amadou Alou-Seinoussar, IF de Bakel. Mais on est arrivé à un déficit de 113 enseignants. Le nombre d'écoles gelées à l'heure actuelle, pour défaut d'enseignants, on est à 2. On n'a pas réussi quand même à faire fonctionner l'ensemble des écoles, et tout en attendant peut-être avec l'arrivée prochaine des enseignants, des nouveaux sortants, qu'on va pouvoir réouvrir ces écoles. Ibrahim Omar Balde, Kenyaba, RTS. À 19h30, la revue de la presse est présentée par Elisabeth Agnès. La clôture hier du 3e forum sur la paix et la sécurité en Afrique est ce matin à la une d'une bonne partie de la presse. Les travaux, rapportent ce matin Le Soleil, ont été clôturés par un panel qui a regroupé les chefs d'État et de gouvernement présents à Dakar. Et souligne Le Soleil, le chef de l'État lors des travaux plaidait pour une réponse globale contre la radicalisation. Pour cela, poursuit l'Astre national, le président Macky Sall a relevé l'impérieuse nécessité de promouvoir l'échange d'informations entre services de sécurité des différents pays. Parce que comme le relève ce matin Vox Populi, reprenant le tout nouveau chef d'état-major général des armées présent au forum, la menace persiste et le Sénégal présente des vulnérabilités du fait de sa place sur l'échiquier international et de sa proximité avec les pays victimes de ces attentats. En outre, poursuit le général de corps, dans les colonnes de Sud Quotidien, des Sénégalais en combattu en Syrie ou d'autres pris au piège de l'immigration en Libye pourraient être enrôlés par les djihadistes et revenir au pays pour mettre en pratique leur savoir-faire déjà acquis. Ce poursuit le journal du groupe Sud Communication, comme ce groupe de Sénégalais dirigé par un certain Johane qui a pu bénéficier d'une formation de Boko Haram, qui désormais a un agenda régional depuis son allégeance à Daesh et a envisagé de créer une cellule au Sénégal avant qu'il ne soit interpellé par les forces de sécurité. Ce qui, selon Libération, a poussé le général Cheikh Gueye à dire qu'on n'est pas à l'abri des périls, surtout ceux liés à la menace terroriste. D'ailleurs, révèle l'Obs, les forces de sécurité ont déjà déjoué des plans visant à implanter un camp d'entraînement djihadiste au Sénégal et le chef de Boko Haram a déjà eu à recevoir dans la forêt de Sambisa des combattants sénégalais engagés aux côtés de djihadistes pour donner l'assaut contre la coalition. Des révélations qui, selon Al-Kham de Vox Populi, ont de quoi glacer le sang parce que, poursuit le commentateur du journal, ce sont des choses qu'on imaginait bien mais dit comme ça de la bouche de hauts responsables de l'État. Cela vaut son pesant d'or et on comprend alors pourquoi le pouvoir prend les devants pour investir le rang de ses prétendus et potentiels djihadistes. L'autre actualité à la une des journaux ce matin est l'affaire Petrotim. Selon Réumi Quotidien, les membres de la coalition Manko Wattu Sénégal restent préoccupés par la gestion du pétrole et du gaz à travers l'affaire Petrotim. C'est pourquoi Malick Gakou et ses camarades ont envoyé une correspondance au chef de l'État pour exiger l'ouverture d'une enquête et d'un audit international pour rétablir le Sénégal dans ses droits. Ces leaders de l'opposition, renchérit Walf Quotidien, veulent savoir pourquoi le gouvernement continue à prolonger le contrat de recherche tout en sachant que Petrotim et sa maison mère Petroasia n'ont pas honoré leurs engagements, mais aussi pourquoi l'État a renoncé à 2 reprises à exercer son droit de préemption, si bien que Timis Corporation se retrouve aujourd'hui avec 30%. Pour cela, relève le quotidien du groupe Walfadjri, le Front Manko Wattu Sénégal demande au président Macky Sall de donner sous serment son avis sur cette affaire que l'opposition qualifie de nébuleuse. Mais au-delà de ces considérations, souligne la Tribune qui a aussi repris le communiqué, le Front veut être édifié sur les autres actionnaires de Timis Corporation puisque Franck Timis lui-même a affirmé ne détenir que 30% des parts. Ce qui fait dire à l'enquête que les questions que se pose le Front Manko Wattu Sénégal sont multiples puisque les camarades de Gakou veulent aussi savoir si le gouvernement a défendu au mieux les intérêts du peuple sénégalais dans ce dossier. En tout cas, souligne l'enquête, les leaders de Wattu Sénégal estiment que les Sénégalais ne comprendraient pas que le chef de l'État demeure sans réaction en dépit des nombreuses informations communiquées dans cette affaire qui, selon le Front, n'a pas fini de livrer tous ses secrets. Voilà, 19h34, c'est la fin de ce journal présenté par Sané Madi Kamara.